Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence qui va être animée par Marc Bayard, qui va nous faire le plaisir de nous présenter son ouvrage effectivement sur le mouvement Slow Made. Et dans un premier temps, donc, il y aura effectivement cette présentation, puis un temps de questions-réponses. Voilà, merci, à tout à l'heure. Merci, oui, ça marche, le son, ça fonctionne. Merci d'être là en début d'après-midi et vous avez pris le temps de venir, donc vous êtes déjà Slow Made, c'est vraiment très, très intéressant pour moi. Et petite question avant de commencer, avant de venir à la conférence, qui avait entendu parler du mouvement Slow Made? Levez le doigt. Ah ben c'est pas mal, je suis content, merci. En fait, le mouvement Slow Made, c'est moi qui l'ai créé, moi qui l'ai lancé en 2012, donc il y a 10 ans. Et pour fêter les 10 ans, l'année dernière, les influences, les éditeurs Les Influences, on a sorti cet ouvrage qui fait un peu une synthèse, qui cherche à rassembler des idées qui ont été développées il y a 10 ans. Alors, il y a 10 ans, pour les plus jeunes en tout cas, les métiers d'art, c'était terra incognita. C'était quelque chose de plutôt déprécié. Pour me présenter très rapidement, je travaille au Mobile National. Avant d'être au Mobile National, j'étais à la Villa Médicis, à Rome, et j'ai eu le bonheur de passer par le cabinet de Frédéric Mitterrand, où il y a 10 ans, quand il était ministre, il a commencé à s'intéresser aux métiers d'art. Et en tout cas pour les plus jeunes, je peux vous dire qu'il y a 10 ans, les métiers d'art, c'était vraiment, on ne savait pas ce que c'était. C'était le refoulé de notre société. Malheureusement, il y a 10 ans, c'était quelque chose qu'on n'appréciait pas vraiment, ou en tout cas qu'on ne connaissait pas. Donc du coup, cette idée de lancer un mouvement Slow Made qui évidemment se calquait sur un mouvement italien qui est le Slow Food, qui a été créé dans les années 80 par Carlo Petrini et qui était un mouvement de résistance, il faut le dire à l'époque, de résistance contre la fast-food. Et en fait, c'était l'art culinaire italien qui s'opposait à l'installation d'un McDonald's sur la place d'Espagne à Rome. Et donc contre le fast-food, ils ont créé le slow food. Et en fait, c'est un mouvement qui émerge dans les années 80, qui est concomitant à une société de consommation, une société de prédation et une société du rapide. Alors, il y a 10 ans, que voulait le Slow Made? C'était d'abord un mouvement, certes, mais surtout c'était ce qu'on appelle en bon français un think tank, un lieu de réflexion, un lieu plus que d'action, c'était essayer de porter un certain nombre de thématiques. Des thématiques, mais surtout c'était une éthique. Parce que quand il y a 10 ans, on m'a parlé des métiers d'art, franchement, je ne savais pas ce que c'était. Non pas les métiers, ça, bien sûr, je savais ce que c'était, mais qu'est-ce que recoupaient les métiers d'art? Il y a 10 ans, on ne pouvait pas le définir facilement. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé opportun d'y mettre un concept, un marketing, mais qui a du fond, Slow Made, avec une traduction immédiate, fait avec le temps nécessaire. Le Slow Made n'est certainement pas l'éloge de la lenteur. Ça aussi, ça a été tout un mouvement porté il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est un peu moins dans cette thématique du lent, on est plutôt dans une thématique du temps. Ce qui, je vais y revenir, est extrêmement important. Alors aujourd'hui, rapidement, et après j'espère qu'on interagira avec des questions, et puis surtout il y aura la signature, je vous engage à venir prendre des livres et que je les signe, mais je ferai une intervention en trois temps. D'abord, faire un constat d'aujourd'hui, de l'actualité, du point de vue des métiers d'art et du design, dans un premier temps, faire un constat. Dans un deuxième temps, c'est voir quelles sont les réponses générales Slow Made, pour, dans un troisième temps, mieux vous expliquer rapidement ce qu'est le Slow Made. Alors d'abord, un constat. Là aussi, un constat en 3 points. Disons que tout ce que l'on connaît actuellement, moi je le prends comme des opportunités très intéressantes et très riches et plutôt, je ne dirais pas que ça apporte le bonheur, mais ça apporte des signes d'espoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les crises que l'on vit
2008, crise financière, 2019, crise Covid, 2022, le retour de la guerre, et je ne parle même pas des derniers massacres. C'est en fait, qu'est-ce qui nous explose à la figure? Ce qui nous explose, c'est le réel. Nous avons été une société de l'hyperconsumérisme, une société de 1989 où on croyait que la fin de l'histoire c'était la démocratie libérale et qu'après il n'y a rien d'autre. Et on a comme ça vécu dans une espèce de bulle où le commerce financier ou la montée en puissance de la globalisation a fait oublier le réel. Le réel nous explose par ces crises et nous explose par la plus grande des crises que l'on vit actuellement, qui est la crise du développement durable. Alors là aussi, c'est pas la première fois dans notre histoire, quand on remonte à la nuit des temps, qu'il y a des crises. En fait, les crises sont des moments d'accélérateur, soit dramatiques, quand il y a des guerres, soit des crises, des tensions, qui fait que les réponses humaines sont extrêmement puissantes. Alors ça, c'est déjà, première chose, le retour du réel comme premier facteur, comme premier constat. L'autre constat, c'est la montée en puissance d'une opposition qui n'en est pas une entre le virtuel et le réel. Souvent, on oppose les deux. Moi, je ne les oppose pas. Je pense que c'est exactement... Plus on va aller vers du virtuel, plus on va aller vers du réel. Ça va être exactement concomitant. Nous sommes les mêmes à être sur nos téléphones portables, à être sur du numérique, demain à être sur l'intelligence artificielle. Et on va être les mêmes à vouloir consommer du bio, à vouloir acheter des choses de proximité, à vouloir connaître une matérialité des choses. Donc en fait, cette opposition qui n'en est pas une, ne se pose pas en termes de conflit, mais plutôt en termes de spectre général, on voit bien qu'il y a cette montée fructueuse, pour ma part, entre ces virtualités et ce réel. Donc dans un deuxième point, après cette première affirmation du réel, on peut dire on doit repenser la notion de cycle. En fait, le XXe siècle nous a fait sortir d'une cyclicité de l'histoire. Progrès, retour en arrière. On pensait, avec Fukuyama en 1989, on se pensait sorti de l'histoire, quelque part, et que tout le monde serait demain sous une démocratie et sous un régime économique capitaliste. Bon, c'est pas le cas, et ça va pas être le cas dans l'avenir. Donc en fait, il faut repenser les cycles, et notamment... ce qui est intéressant, et c'est là où je dis qu'on vit en fait une époque assez formidable, c'est qu'on doit repenser l'humain dans le cycle naturel. C'est marqué historiquement, on sort de cette cyclicité de l'humain, disons, je le simplifie, à la révolution industrielle au XIXe siècle. Là, on nous rappelle que non, l'homme ne sort pas de son cosmos, en fait, de cette nature. Donc en fait, on doit repenser cette réintégration dans la pensée cyclique. Et à titre personnel et d'un point de vue artistique, je suis un admirateur, alors ça va peut-être vous étonner, mais de deux mouvements historiques qui sont le XVIIIe siècle et l'impressionnisme. Alors je le dis à chaque fois, c'est pas tellement pour les petites fleurs et les jolies taches colorées, c'est pas ça le problème, c'est que ce sont deux mouvements historiques où en fait la création était totalement imprégnée de la nature. L'homme ne se pensait pas contre la nature, mais se pensait avec la nature. Et c'est pour ça que ce sont deux mouvements. Alors dans les arts décoratifs au XVIIIe siècle, c'est évident. L'impressionnisme, par les nouveaux motifs qui ont été inspirés, des motifs réels, la rue, la gare, la campagne, des choses qui sortaient de l'atelier. Les artistes se sont complètement mis en interrogation face à la nature, et aujourd'hui, on revit ce même mouvement. Et je dirais que vous êtes là les représentants de cette interrogation, parce que les métiers d'art, et je reviendrai plus tard, sont vraiment le fer de lance de cette interrogation, qui est à la fois dans le faire et dans le penser, mais j'y reviendrai. Et là aussi, toujours dans cette pensée du cycle, j'ai découvert récemment, alors c'est revenu à la mode, l'ouvrage de Simone Weil, dans l'enracinement, et elle dit quelque chose qui me semble très très intéressant pour nos problématiques des métiers d'art, c'est qu'elle déclare que rien ne se crée, rien ne se perd, tout en pensant que tout se transforme. En fait, on est rentré dans une pensée de la création contemporaine, disons pour faire simple, depuis Marcel Duchamp, depuis un siècle, où la création devait être en rupture sociétale,
rupture économique, rupture philosophique, on doit repenser la création, non plus comme simple rupture pour faire de la rupture, mais elle doit se repenser dans un cycle, elle doit se repenser dans un aspect de transformation. Donc ça, c'est le deuxième point qui me semble intéressant de faire comme constat dans notre domaine d'activité. Et enfin, troisième point, c'est le retour du corps. Le XXe siècle, là, ça va peut-être vous étonner, mais en fait, dans une pensée conceptuelle, le corps n'est pas toujours très très présent. Et en fait, on voit bien que, et surtout dans la culture française, où à partir du XIXe siècle, je schématise, mais on sépare d'un côté l'école des beaux-arts et de l'autre l'école des arts appliqués, et dans une tradition qui remonte à l'époque antique, on hiérarchise les arts de la pensée et les arts du faire. Et les arts de la pensée étant supérieurs aux arts du faire. C'est en s'appuyant sur ce que dit Léonard de Vinci dans l'arte è una cosa mentale, l'art est une chose mentale, mais oui, mais c'est des artistes jusqu'au XIXe siècle, que vous lisez depuis Cellini jusqu'à Gustave Moreau, en passant par Rodin ou Delacroix, ils sont toujours dans le faire. Et c'est au XXe siècle que cette pensée, même des Picasso, sont encore dans l'action de l'objet. Mais petit à petit, au XXe siècle, on sera beaucoup moins dans cette action du faire et beaucoup plus dans la pensée. Et donc en fait, on voit bien qu'il y a aujourd'hui, grâce au métier d'art et grâce à cette interrogation plus large, cette conception du corps qui n'est pas simplement un corps désirable, désiré, mais un corps faiseur, faisant, un corps créateur. Et là aussi, d'un point de vue beaucoup plus de médiation, au Mobilier National, j'ai la charge de faire de la médiation culturelle, et on voit bien qu'un des aspects pour sensibiliser les enfants, c'est ne pas faire appel à leur cortex intellectuel ou à leur cortex, à leur intelligence de la référence, mais c'est plutôt de leur faire appel à l'intelligence émotionnelle du corps et du faire. Et c'est comme ça qu'on peut dire que par les métiers d'art, on passe du sensible au sensé. C'est-à-dire, nous, au Mobilier National, quand un enfant s'initie à la tapisserie, une fois qu'il a compris les principes de base, on va lui expliquer ce que c'est que la tapisserie et on va remonter jusqu'à Louis XIV, on va remonter jusqu'à Versailles, on va remonter. Et c'est cet apprentissage de la corporalité qui semble extrêmement intéressante et je pense que dans ce salon, on doit pouvoir le faire. Vous pouvez toucher les matériaux. Et même c'est souhaité. Dans un musée, c'est strictement interdit. Ne pas toucher, c'est ici, généralement, le côté tactile, le retour du tactile est extrêmement important et j'y reviendrai tout à l'heure. Et là aussi, c'est une tradition, j'allais dire, hélas française, de séparer le corps de la pensée. C'est là aussi du 19e siècle, où petit à petit, au 19e siècle, on est encore dans le sensualisme, ce qu'on appelle la philosophie sensualiste, c'est-à-dire la connaissance par le corps. Petit à petit, au cours du fin 19e, début 20e, on va vraiment séparer les deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien la nécessité de repenser les deux. Alors, ces constats font qu'il y a eu des réponses globales de différents acteurs, et notamment des réponses du Slow Made. Alors, pour le Slow Made, les réponses, elles se font sous plusieurs catégories, mais notamment sur la question de l'outil. L'outil, c'est une question qui se pose depuis longtemps. L'outil, est-ce que c'est une finalité ou est-ce que c'est un moyen? Et quand je dis l'outil, je ne pense pas uniquement aux outils traditionnels. Je pense notamment aux outils numériques. Est-ce que c'est une finalité, l'imprimante 3D, l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est un moyen? Même si le moyen va décupler votre capacité, il y a cette capacité à se dire que l'outil est un transfert d'une pensée à un geste. Donc l'outil a toujours été ce prolongement de l'humain, et qu'est-ce qui distingue un artisan exécutant d'un artisan qui va aller au-delà? C'est qu'il va y mettre une intentionnalité beaucoup plus forte qu'une simple répétition d'un geste parfait. Cette réponse au Slow Made, elle est aussi née d'une institution, et là il faut que je vous présente quand même en quelques minutes ce que c'est que le Mobilier National. C'est pas uniquement parce que j'y travaille, mais parce que c'est une institution qui est unique au monde.
n'y a pas d'équivalent, et je crois que nous sommes tributaires de vos impôts, donc il faut vous rappeler ce qu'est le Mobilier National, parce que c'est quelque chose qui vous appartient, et on fait beaucoup, de plus en plus, au profit de tout le monde. Alors le Mobilier National, c'est une institution extrêmement ancienne, qui est instituée par Louis XIV, mais qui remonte à l'époque médiévale, lorsque le roi, étant itinérant, a un service qui porte, alors à l'époque on l'appelle le service de l'argenterie, qui porte les meubles, pour le roi qui va de château en château. Et c'est en 1667 que Colbert et Louis XIV fondent le garde-meuble de la couronne, et depuis 4 siècles, on fait exactement la même chose. Alors, c'est pas tellement porter des meubles que de porter des arts décoratifs dans des lieux de prestige, des lieux de pouvoir, mais pas uniquement. Alors évidemment, depuis l'Élysée, le Premier ministre, jusqu'aux ambassades et autres institutions. Mais ce qui fait l'originalité de cette institution, c'est que, et ça revient à la question du slow-made, c'est qu'il n'y a pas de séparation, ni théorique ni pratique, entre le passé et le présent. Et ça, c'est unique. C'est-à-dire que j'aime bien évoquer le Mobilier National comme un corps à 2 jambes. Une jambe gauche ou droite, peu importe, qui est plutôt sur le passé. Toutes les productions passées sont rentrées dans des collections, et nous sommes en capacité, grâce à des ateliers de restauration, à tout restaurer notre collection passée. Nous avons gardé tous les savoir-faire, soit en interne, soit en externe, pour pouvoir restaurer tout ce bien. Donc ça, c'est une partie du corps qui est sur le passé. L'autre partie, c'est le présent, c'est la création. Et nous sommes un lieu de création depuis 4 siècles. Depuis 4 siècles, les Gobelins, Beauvais, la Savonnerie, depuis 50 ans ou 60 ans maintenant, l'atelier recherche et création, mais les ateliers de dentelle, Dupuis et d'Alençon, nous ne faisons que de l'art contemporain depuis 4 siècles. Et ça, c'est unique. C'est pas assez su, mais il n'y a pas d'équivalent dans le monde. 350 personnes, dont 250 techniciens d'art, qui sont des fonctionnaires hautement spécialisés, sont au service d'un, je ne veux pas dire conservatoire parce qu'il y a le côté passé, mais au service d'un patrimoine où le passé et le présent ne sont pas séparés. Et ça donne une certaine force pour toute la création, notamment pour la jeune création, de savoir qu'il y a une institution qui n'a pas séparé les choses. Et le Mobilier National est justement fort de cette expérience du Mobilier National. Ça m'a beaucoup interrogé sur la question du temps. Parce qu'en fait, si vous avez la possibilité de visiter les manufactures sont ouvertes à la visite, hein, donc si vous allez à Paris, je vous engage à aller voir nos manufactures. Vous allez assister à la création d'un tapis ou d'une tapisserie. Le statut de l'œuvre que vous allez trouver, que vous allez découvrir, elle est en cours de fabrication, donc c'est de l'art archi-contemporain. C'est l'art qui se fait. La création d'une tapisserie, d'un tapis, c'est entre 3 et 6 ans. Donc vous avez le temps d'y aller plusieurs fois et voir la montée progressive de l'œuvre. Donc l'œuvre que vous voyez, c'est de l'art contemporain. Le jour où elle est tombée de métier, qu'on appelle tombée de métier, elle est séparée de son métier, ça devient toujours l'art contemporain, et elle rentre dans une collection, cette œuvre. Et cette œuvre, dans cette collection, elle peut rester dans une réserve 1 mois, 6 mois, 10 ans, 3 siècles. Et tout d'un coup, elle réapparaît. Elle est remise dans un ameublement. Et donc cette œuvre qui était passée redevient contemporain. Et ça, cette possibilité d'aller-retour, c'est unique. C'est-à-dire, quel est le statut de cette œuvre? C'est évidemment une œuvre patrimoniale, mais c'est une œuvre contemporaine en devenir qui est passée et qui est future. Donc déjà, comme objet, c'est très intéressant parce que c'est pas comme une œuvre dans un musée. Une œuvre dans un musée, c'est une œuvre du passé. Et une œuvre contemporaine dans un musée, elle est contemporaine aujourd'hui, mais elle sera passée très rapidement. Ben nous, non. Tout ce que l'on crée va rentrer dans la collection et devenir un devenir. Et donc, cette création contemporaine en 4 siècles permet évidemment d'avoir une certaine vision du temps. Et cette vision du temps m'a beaucoup inspiré pour le slow-made parce qu'en fait, elle m'a fait émerger, et grâce à la discussion avec un financier, spécialiste du développement durable, il m'a fait prendre conscience que l'humanité, dirait, il n'y a pas 36 manières de croître, au sens philosophique et économique. Soit une conception spatiale, c'est-à-dire en gros, je vais prendre du terrain, souvent au détriment de l'autre.
je vais petit à petit grignoter des espaces, et à un moment donné, je vais me confronter à une altérité, et dans le pire des cas, je vais le manger, si je peux dire, je vais lui priver son oxygène. Donc c'est un développement spatial de type animal. On voit bien des fauves qui vont manger d'autres sur d'autres terrains, qui vont manger d'autres qui sont prédateurs et qui vont se faire eux-mêmes manger par d'autres prédateurs. Donc ça, c'est une conception qui a été la nôtre, qui est toujours, on le voit bien avec toutes les guerres, qui continuera à l'être. Mais il y a une autre conception qui n'est plus dans le mouvement, qui n'est plus dans l'espace, mais qui est dans le temps. Et c'est quoi la croissance dans le temps? C'est le végétal. Le végétal, il ne bouge pas, à part quelques exceptions. Il s'enracine, et ces racines vont faire qu'il va devenir, il va croître comme une arborescence qui va créer sa richesse, au sens philosophique du terme. Et là, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais l'Europe, on est richissime. Avec notre patrimoine, avec notre histoire, qui n'est pas que notre histoire passée, c'est ce qui nous irrigue dans le temps présent. Et en venant ici, c'est une banalité de le dire, mais en regardant la cathédrale de Strasbourg, je me dis, mais quelle merveille que le temps passé nous a laissé et qui nous inspire toujours. On est toujours dans cette présence du passé qui est toujours là et qui est toujours dans le temps présent. Et donc, ces conceptions associées au mobilier national a permis de faire émerger ce concept court, slow made, fait avec le temps nécessaire, pour essayer de penser les métiers d'art. Alors, le slow made, c'est plus précisément, c'est quoi? C'est d'abord une éthique. Si vous achetez le livre, vous verrez, c'est 6 points, ce sont des valeurs en 6 points, qui sont d'abord la valeur de la recherche, la valeur du geste, c'est pas de l'automatisation, c'est vraiment l'apprentissage dans le temps d'un geste. C'est aussi évidemment de la pratique durable. Alors quand on a établi ces points avec on était tout un groupe, et ça nous a posé problème, la notion de pratique durable, parce que vous êtes tous confrontés à des produits qui ne sont pas durables. Nous-mêmes, au Mobilier National, on utilise des chlores, on utilise ou dans la verrerie, on peut utiliser du plomb, donc c'est des pratiques durables quand on peut le faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc en tout cas, on s'inscrit dans une temporalité longue où la prise de conscience de l'élément extérieur, de l'élément naturel, est très forte. L'autre point, c'est la transmission, le souci de transmettre. C'est pas simplement le secret de l'atelier, il est important, mais il meurt avec la personne qui l'a. Donc il faut aussi, à un moment donné, se dire comment transmettre et à qui. L'autre point aussi, le 5e point, c'est une appropriation responsable, parce qu'il ne faut pas mettre que du côté du fabricant, mais il faut aussi se mettre du côté du consommateur. Se dire qu'on s'adresse à un consommateur qui va aussi réfléchir à son mode de consommation. Et enfin, une question qui était délicate, le prix juste. Pour justement le slow made, ce n'est pas du luxe, mais le luxe peut être slow made. Ça, c'est le petit jeu de mots. On n'est pas du tout associé, quand le slow made ne veut pas s'associer à une valeur des industries du luxe, mais un certain nombre d'industries du luxe ont une pratique du temps qui fait qu'elles s'apparentent évidemment au slow made. Donc dans cette éthique slow made, il y avait aussi un aspect important, c'était le retour d'un art de la texture. En fait, ce qui nous rassemble tous aujourd'hui, c'est qu'on a envie de tout toucher, on a envie de tout s'approprier par la ductilité, par les doigts. Et en fait, cet élément-là est important, et même, je ne dirais pas qu'il est nouveau, mais il est assez fort, puisqu'il se met en rupture vis-à-vis des temps historique d'histoire de l'art assez récent, puisque pour simplifier et pour faire rapide, on peut dire que le XVIIIe siècle invente le beau, que le XXe siècle invente le concept. Mon pari, c'est que le XXIe siècle va inventer l'art de la texture, ce que j'appelle l'art texturel. C'est qu'en fait, on va être de plus en plus sensible à ce symbole du toucher. Et en fait, le slow made était aussi de faire émerger ces discours, ou ce discours critique. Alors quand on dit un discours critique, c'est pas critiquer pour critiquer, c'est la notion de philosophie de l'art du XVIIIe siècle. C'est en capacité d'avoir des thèmes qui ne sont pas uniquement pour celui qui les a mis en place, c'est-à-dire moi, c'est en fait des thématiques que
je vous donne à tous les artisans d'art pour se comprendre leur propre pratique. Parce que une des difficultés que l'on a quand on est en discussion avec un métier d'art ou avec les personnalités, c'est qu'ils savent parfaitement parler de leur métier, ce qui est normal. Ils ont beaucoup plus de mal, et ce qui est normal aussi, de le mettre en perspective. Comme moi, je suis totalement incapable de faire une pratique. Je suis historien de l'art, j'ai été formé à ça, je peux en parler, mais je ne sais pas pratiquer. J'ai essayé de faire de la tapisserie, au bout de 5 minutes, je me suis énervé parce que je n'avais pas la patience. Donc c'est chacun a ses propres limites et ses propres forces. Et justement, quand mettre en place un discours critique des métiers d'art, c'est pouvoir donner des mots, pouvoir donner des thématiques, pouvoir donner une philosophie qui va permettre aussi, d'un point de vue très concret, de se vendre auprès de clients. Dire voilà, moi je m'inscris dans la temporalité longue, je m'inscris dans une esthétique du geste, je m'inscris dans une esthétique de la texture. Voilà, c'est tous des éléments qui permettent après aussi, en tout cas c'était mon pari, à chaque métier d'art de pouvoir se raconter en ayant des mots qui permettent du coup de se propulser vis-à-vis d'autres personnes. Donc le slow made, et j'en terminerai par là, c'est ce que je vous disais des valeurs, les 6 valeurs que j'ai évoquées, mais c'est aussi, comme je l'ai fait rapidement ce soir, c'est des cercles concentriques. Vous voyez, dans le premier chapitre, j'évoque les questions entre guillemets basiques, mais qui sont essentielles, qui sont le geste, la main, l'objet. Nous sommes une société, alors ça évolue, mais le XXe siècle a été une société de la disparition de l'objet liquide, l'objet qui s'atténue. On est de plus en plus, on a à la fois une société qui va acheter son vélo électrique, mais qui va en même temps, sans vouloir faire du Macron, et qui en même temps va louer son service de mobilité vélo, mais qui n'aura plus son vélo. La même chose les maisons, la même chose tous les éléments qui ont fondé les sociétés de consommation du XXe siècle sont en train d'un côté de disparaître dans du partageable, mais en même temps d'être réaffirmés par du réel. Donc c'est cette contradiction qui pour moi n'en est pas une, encore une fois, mais qui est extrêmement forte de sens. Et c'est justement dans le slow made cette envie de faire apparaître ces différents éléments qui ne sont pas pour les autres, qui sont soi. Je suis le premier à vouloir prendre du temps et puis être extrêmement agité et extrêmement rapide et à utiliser du virtuel tout en aimant l'affirmation du réel. Donc le slow made, c'est la réaffirmation comme ça d'un certain nombre de points extrêmement concrets. Dans un deuxième temps, c'est la réaffirmation ou la mise en avant de 2 points qui sont un peu les 2 points phares, qui sont, comme je l'évoquais tout à l'heure, le retour du réel, et qui va être de plus en plus fort. Alors le réel, petite incidence, ce n'est pas la réalité pour moi. Le réel, c'est quelque chose qui s'impose, la réalité, c'est quelque chose qui est subjectif. Je vais donner un exemple très clair, comme il me semble, j'espère. Quand il y a de la chaleur, quand il fait chaud ou quand il fait froid, certains vont adorer, d'autres vont détester. Le réel, c'est une augmentation des températures. La réalité, c'est certains qui vont détester et d'autres qui vont adorer. Moi, je suis né dans un pays d'Afrique, j'adore la chaleur, je déteste le froid. Donc voilà, et inversement, peut-être que ici, vous préférez le froid et pas la chaleur. Donc en fait, le réel, le retour du réel est... Là aussi, c'est des contours assez flous. Il s'impose, mais après, c'est à nous de le transformer en réalité, et si possible, en réalité subjective et en réalité vers le beau. Parce que les métiers d'art, c'est réenchanter, pour moi, c'est réenchanter le réel. C'est pas simplement de la bonne exécution, c'est redonner un sens esthétique à ces formes. Donc, un des thèmes forts du slow made, c'est le réel, et puis l'autre, évidemment, le temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, on redécouvre la valeur du temps, si malheureusement en même temps on essaie de la supprimer ou de la réduire au maximum. On voit bien que dans tous nos efforts de développement durable, c'est se réinscrire dans cet aspect foisonnant qui a été gommé au XXe siècle. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on a tout fait pour réduire les distances, pour réduire les temporalités. On a tous
tous, et on continue à consommer en appuyant sur un bouton, sans se préoccuper, sans se dire que la chose vient de l'autre bout du monde, mais on la veut le lendemain. Je ne citerai pas de marque, mais vous les connaissez tous. Mais en même temps, on veut aller dans des endroits où on va acheter des choses. Donc en fait, on est pétri de contradictions. Et je crois qu'au lieu de ne pas les voir, il vaut mieux les assumer en se disant, bon, essayons de changer dans nos vecteurs et dans nos facteurs pour que les choses changent, parce qu'en fait, elles s'imposent à nous. Alors, soit, quand elles s'imposent, on les subit, soit au contraire, on prend le taureau par les cornes et on les magnifie et on les rend belles. En tout cas, c'est le pari dans le cas des métiers d'art. Donc là aussi, je reviens et je terminerai par là avec Simone Weil, cette capacité, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je dirais que c'est certainement le défi majeur qui vient à nous. Hein. On voit émerger, alors j'ai pas encore eu le temps de faire le tour du salon, je le ferai après, mais on voit émerger de la part des métiers d'art, des jeunes et des moins jeunes, des nouveaux matériaux, des nouvelles mines d'or. Ce sont les poubelles, ce sont nos poubelles. Là aussi, c'est un changement. Nos grands-mères le savaient. On s'est moqué d'elles. En fait, non. On se rend compte que nos poubelles, avec des coquillages, on fait des super matériaux. Avec des plastiques, on va retransformer des choses. Avec nos pelures de fruits et légumes, on va faire des textiles. On va faire des nouveaux matériaux. Donc ça, c'est une conquête de la Lune. En fait, on a une révolution copernicienne qui est en train de se mettre en place. Et beaucoup de choses se font. Et ça va continuer. Si vous voulez, dans les questions, on pourra revenir plus précisément sur ce que fait le Mobilier National vis-à-vis de la création qui est ouverte à tous, mais aussi toutes les initiatives très amples et larges qui mettent en avant ce retour du temps et ce retour du réel. Voilà, merci beaucoup et je suis prompt à vous écouter pour vos questions. Avez-vous des questions? Effectivement, c'est avec plaisir que je passerai le micro dans la salle. Cette présentation qui est revenue au centre de la vie, de nos valeurs, effectivement, et de ce rythme. Il en faut un premier pour se jeter. Bravo. Bonjour. En fait, j'avais une question sur l'opposition du virtuel et du réel. Du coup, vous ne faites pas vraiment une opposition, d'après ce que je comprends. Et est-ce que vous n'avez pas peur que l'intelligence artificielle prend la place du faire, comme Midjourney, par exemple? Il y a une opposition, mais pour moi, il y a une opposition. Forcément, puisque ce n'est pas du tout les mêmes concepts, les mêmes manières d'aborder la vie, mais ce que je veux dire par là, c'est que on va vivre dans la contradiction. Demain, nous ne pourrons pas vivre sans IA. Comme aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans téléphone portable, sans Internet. Essayer de faire une démarche administrative sans Internet, c'est totalement impossible. Donc il va falloir vivre avec. Je le déplore parce que ça me dépasse. Et quand on voit les capacités, le peu que je me suis confronté à l'IA, c'est vrai que c'est assez monstrueux. Mais là aussi, il faut se mettre d'accord sur les termes. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Le mot intelligence, il nous fait peur parce qu'il a une certaine connotation chez nous. L'intelligence, c'est la capacité déductive, inductive, par raisonnement, En fait, ce terme-là, dans le mot intelligence artificielle, ce n'est pas du tout ça. C'est de intelligence, terme anglo-saxon, qui veut dire compilation de données. La CIA, Intelligence Agency, Central Intelligence, c'est la capacité informatique et informationnelle de compilation de données. Donc l'intelligence artificielle, je ne dirais pas que c'est que ça, mais pour l'instant, c'est la capacité ultra rapide de mettre ensemble des milliards et des milliards de données, ce qu'aucun cerveau humain ne peut faire. Pour l'instant, c'est ça l'intelligence artificielle. Donc, pour répondre à votre question, en fait, il y a un boulevard pour les métiers d'art et le faire. Le faire, la capacité de transformer un matériau, l'intelligence artificielle, jusqu'à présent, ne pourra pas le faire. Alors, peut-être qu'un jour, des robots seront... Enfin bon, j'y crois que moyennement. Hein. Là aussi, je fais une aparté, mais ces dernières années, on nous a annoncé plein de révolutions.
je ne sais pas si vous vous rappelez, l'imprimante 3D, il y a 4-5 ans, on allait tous avoir une imprimante 3D, et on allait juste appuyer sur un bouton, et puis tout va nous sortir en imprimante 3D, même notre nourriture. On en est loin. On en est très loin, et même je pense qu'on n'y arrivera jamais. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose, on essaie de nous faire peur, parce que derrière, il y a des milliards qui sont en jeu. Et nous faire peur, c'est nous faire essayer de dépenser plus. Hein. Je caricature, mais on verra bien qu'il y aura évidemment des révolutions qui sont en cours, mais il ne faut pas non plus surestimer des vendeurs de produits. Hein. Donc pour répondre à votre question, et c'est là où justement le défi est important, et pour faire un petit détour historique, c'est comme au 19e siècle, si on refusait l'électricité, on pouvait. Mais les artisans d'art et les personnes qui ont fabriqué se sont appropriés l'électricité. Ils sont allés beaucoup plus loin. Et l'intelligence artificielle, en termes de données et de rassemblement de données, c'est sûr que ça va faire gagner du temps. Mais après, dans le geste du faire, moi, j'y crois pas trop. Et justement, tous les métiers qui sont à risque actuellement, c'est le mien. C'est ceux qui sont compilateurs de données. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat en 7-8 ans. Aujourd'hui, je pourrais la faire en 3 ans. Parce que j'étais à l'époque, j'avais pas Internet. J'allais dans les bibliothèques et je devais me taper tous les bouquins, page par page. Aujourd'hui, en 3 minutes, j'ai tout ce que je veux. Donc en fait, c'est un compilateur de données. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Si on s'arrête là et on ne joue qu'avec ça, c'est sûr qu'il va y avoir un appauvrissement. Mais si au contraire, on sait le détourner ou on sait l'utiliser, on va aller beaucoup plus loin en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais du coup, j'en ai une autre. Allez-y. Du coup, on sort carrément du slow made. On arrive sur quelque chose qui va être presque instantané. Enfin, un tableau fait par mi-journée, ça prend un quart d'heure. Alors qu'avant, on avait des artistes qui faisaient à peu près la même chose parce que l'intelligence est assez bluffante là-dessus, et qui faisaient ça sur des mois, voire des années. Je suis bien d'accord. L'IA, c'est pas du slow made. Hein. C'est clair, c'est pas une valorisation du temps. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire toutes ces innovations, si on les prend uniquement comme objectif ultime, en fait vous n'aurez rien. C'est comme vous êtes, je ne sais pas, carrossier, vous avez un marteau, ben, ok, vous avez différents marteaux, et alors, vous avez différents marteaux. C'est l'intentionnalité que vous allez mettre à l'usage du marteau que vous allez donner une forme. Bah, l'IA, c'est la même chose. C'est un super marteau, mais si vous n'avez pas... Alors, il faut le maîtriser, hein. C'est ça la difficulté, c'est maîtriser l'IA ou comme il faut maîtriser le marteau. Mais après, c'est quel objectif vous allez vous donner. Encore une fois, il y a 3, 4, 5 ans, en tout cas avant le Covid, il y avait cette histoire d'imprimante 3D qui est rentrée dans les mœurs, mais qui était beaucoup moins important qu'évoqué. Moi, j'ai connu des gens des copains qui se sont lancés là-dedans en disant voilà, ça va révolutionner. Ils ont fermé une boutique parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout vendu d'imprimante 3D comme ils espéraient. Ben, l'IA, on va se l'approprier. Et là, dans les côtés positifs, les choses les plus terrifiantes, c'est dans les côtés négatifs. Et d'ailleurs, je dis terrifiante, mais d'un autre côté, ce matin, je me disais, mais en fait, c'est assez fantastique avec l'IA, parce que vous avez tous vu ces images de détournement d'hommes politiques, où on leur fait dire n'importe quoi, on les fait chanter n'importe quoi, mais ce qui va devenir intéressant, c'est que finalement, on va tous développer une méfiance vis-à-vis de l'image. Et c'est pas plus mal. Parce qu'on a gobé l'image comme du pain béni, comme si c'était c'était la vérité. Ben là, on va peut-être se dire non, l'image, ce n'est qu'un élément, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le réel. Il y a peut-être autre chose. Donc d'un autre côté, quand on voit monter cette puissance de l'IA, mais aussi toute la méfiance qui vient, ben, ça va réaffirmer justement le besoin de réel, le besoin de proximité, le besoin d'altérité. Donc pour moi, pour répondre, c'est pas du slow made, mais c'est aussi un moment de défi qu'il faut savoir prendre. D'autres questions ? Oui. C'était juste pour savoir qu'est-ce que vous définissiez par l'objet liquide. J'ai pas trop compris ce que c'était. L'objet liquide, en fait, parce que c'est un auteur qui l'évoque, c'est qu'en fait, jusque dans les années avant la naissance de la société de consommation, un objet, je sais pas, un vêtement, faisait une vie. Un meuble, vous avez tout, j'imagine, dans vos grands-parents, ou peut-être chez vous, des objets qui ont fait une vie.
eh ben, avec une fameuse marque venant du nord de l'Europe, l'objet n'existe plus. C'est un usage. Une fois qu'il est cassé, il est jeté. Et donc il est liquide dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'a plus sa vie ne se transmet plus. Et du coup, il n'a plus d'identité réelle. Il a une identité de service qui, une fois l'usager et l'usage fait, est jeté. Et ce système-là, évidemment, n'est plus possible. Bon, il va continuer, hein, malheureusement, mais on fait tout pour qu'il ne soit plus possible. Donc c'est dans ce sens-là qu'il a la notion d'objet liquide. Ils ne font pas en liquide, mais c'est son identité qui est liquide. Y a-t-il une autre question? Non, personne? Bon, on peut se retrouver à la librairie Gutenberg. Exactement, il y aura peut-être des questions plus directes avec vous lors de la dédicace, effectivement, à la librairie Gutenberg, où vous pouvez retrouver l'ouvrage de Marc Bayard. Et merci beaucoup pour cette belle conférence, et puis à bientôt. Merci. Merci à vous. À tout de suite.